Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Didier Maisto. Bonjour Clémence Oudiakova. Ancien patron de Sud Radio, journaliste indépendant aujourd'hui. Vous avez lu, vous avez même dévoré le livre d'Alexandra Orion-Côte. Vous en avez fait un tweet hier. Je viens de finir le livre Les apprentis sorciers. Vous l'avez dit, c'est passionnant et terrifiant. Pourquoi passionnant et terrifiant, Didier Maisto ? Passionnant parce que du haut, je dirais, de son expertise, puisque beaucoup de gens ont parlé du Covid sans même savoir ce qu'est un noyau, un cytoplasme et une cellule, alors qu'elle a consacré une large partie de sa vie à l'étude notamment de l'ARN, donc c'est un avis autorisé, et terrifiant, parce qu'on voit à quel point ces vaccins ont été mis sur le marché sans aucune précaution, dans la précipitation, à une vitesse véritablement éclair. Et quand on creuse, on fouille, on interroge ce qu'a fait Alexandra Orion-Côte, on trouve énormément d'études qui vont dans le sens des avertissements qu'elle avait pu émettre vis-à-vis de la société. Et on se rend compte que même Pfizer ou Moderna, dans leurs études qui sont restées secrètes, puisqu'on devait attendre 75 ans avant qu'elles soient divulguées, eux-mêmes savaient à quoi les citoyens du monde allaient s'exposer en étant vaccinés, premièrement, et deuxièmement, on voit bien quand même que l'efficacité de ces vaccins, sans même parler des effets secondaires et des incidences sur notre santé, sur les modifications possibles de l'ARN, on voit bien que ces vaccins n'ont servi, sinon à rien, du moins à pas grand-chose. Oui, et puis on va en parler, parce que même peut-être que le vaccin a été pire que la maladie elle-même. C'est quand même un des éléments qu'on peut retenir de ce livre. Absolument passionnant. Tout de suite, on reçoit Alexandra Orion-Côte. Vue de haut. Bonjour Alexandra Orion-Côte. Bonjour Clémence, bonjour Didier. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais vous présenter, et vous présenter bien pour que les choses soient claires pour tous. Vous êtes lauréate du prestigieux prix Eisenhower Fellowship aux États-Unis, reçu en 2013. Vous avez dirigé plusieurs équipes de recherche en génétique à l'hôpital Trousseau, puis à Necker, en tant que directrice de recherche de l'INSERM. Vous avez découvert l'implication de l'ARN dans différentes maladies génétiques de l'enfant. Vous avez révélé l'existence des ARN mitomi-R, c'est comme ça que vous le prononcez. Mitomyr. Vous en parlez très bien d'ailleurs, c'est presque charmant quand vous en parlez des ARN mitomyr dans votre livre, qui servent aux régulations fondamentales de la cellule. Et vous commencez comme ça d'ailleurs, dans votre introduction, Alexandra Orion-Côte, pendant 25 ans, j'ai étudié comment l'environnement modifiait nos gènes, et notamment l'ARN, et notamment dans les maladies infantiles. Mes travaux m'ont valu d'être invité dans le monde entier. En 2015, j'ai eu à cœur de rechercher des solutions de santé simples, peu coûteuses, durables, éthiques. Et puis, vous avez donc décidé pour cela de fonder votre institut de recherche Simplissima. À l'époque, la presse vous avait congratulé. Et puis après, vous dites, et puis après, il y a eu le Covid et tout ce qui s'est passé. Et encore aujourd'hui, malgré tout ce qui tombe aujourd'hui, toutes les informations qui tombent, on a pu voir des gens qui se prétendent docteurs, je ne les citerai même pas, dire que votre livre est un torchon de complotisme. Alors, voilà, c'est pour ça qu'il est important de bien dire d'où vous parlez, qui vous êtes, quelle chercheuse émérite vous êtes. Et puis, évidemment, je vais reciter ce livre, Les apprentis sorciers, tout ce que l'on vous cache sur l'ARN messager, aux éditions Albin Michel, qui est en effet très brillant et brillant de simplicité également pour nous. Évidemment, vous vous adressez ici au grand public. Vous expliquez avec des mots très simples et souvent la vérité peut passer par les mots simples, contrairement au bafouillage de certains ministres qu'on ne citera pas ici. Voilà, c'est pour l'introduction. Bien savoir d'où on parle et qui parle ici en face de nous aujourd'hui. Merci beaucoup donc Alexandra Orion-Côte d'abord pour votre combat et de tenir le coup, puisque depuis le début, et
et encore en ce moment, vous prenez tous les jours des attaques. Et à côté de ça, j'ai l'impression que beaucoup ne s'y trompent pas non plus. Hein. Vous avez une foule, on a vu pendant plusieurs signatures là pour votre livre, des foules de 5 heures qui faisaient la queue, même s'il n'y avait même plus de livres, juste pour vous voir. Donc il y a quand même une vraie reconnaissance aussi populaire. Oui, écoutez, c'est une rencontre. Hein, je crois que et c'est vrai que pour moi, j'en sors aussi très enrichie de chaque rencontre avec chaque personne, chaque lecteur. On a tous été extrêmement abîmés par ce que nous avons vécu depuis 3 ans, et c'est l'occasion de remettre un petit peu d'humanité et de douceur dans ce que nous avons vécu et dans ce que nous vivons, parce que nous voyons bien que nous sommes appelés à être toujours un récipiendaire, donc recevoir des nouveaux vaccins tout le temps, en permanence. Oui. Et il y a une espèce de course et de surenchère. Désormais, je ne sais pas si on peut encore parler de médecine, mais de vaccination à tout va, oui, ça c'est certain. Alors, l'objectif de votre livre, vous revenez d'abord sur tous les mensonges, on va le dire maintenant, qui ont été dits sur ce vaccin. Et pourquoi vous, depuis le début, vous avez tiré la sonnette d'alarme, vous qui connaissez les ARN, et vous nous les décrivez, vous nous les présentez. On va revenir sur cette présentation, très agréable d'ailleurs, pour mieux comprendre en quoi les ARN sont absolument géniaux, mais en même temps absolument inquiétants et dangereux quand on ne les maîtrise pas parfaitement. Je vais revenir d'abord donc vous commencez par le florilège de ce qui a été dit sur les vaccins. Et alors, le meilleur de tous à ce sujet, c'est Mario Draghi, Premier ministre italien, mais vous en citez beaucoup. Appeler à ne pas se faire vacciner, c'est essentiellement appeler à mourir. Voilà ce qu'il dit tout simplement. On ne se fait pas vacciner, on tombe malade, on meurt. Ou on tue, on ne se fait pas vacciner, on tombe malade, on contamine et quelqu'un meurt. Voilà les propos de Mario Draghi, Premier ministre italien, le 22 juillet 2021. De tous ceux que vous citez, parce que vous en citez beaucoup, Joe Biden, Angela Merkel, Emmanuel Macron évidemment, l'espoir Poutine. Vladimir Poutine, tout à fait très intéressant pour d'autres raisons. Mais en tout cas, voilà, celui-là, c'est peut-être le plus grossier dans les différentes annonces. Oui, Mario Draghi gagne la palme de la mesure, démesure. Et alors, en fait, après, ce que vous dites depuis le début, c'est que vous avez alerté, vous dites les multiples formes d'ARN, leurs immenses capacités, leurs modifications, leur rôle aussi divers que variés, le fait qu'il y en a partout. Tous ces éléments nous interdisent, et nous interdisaient donc, de dire qu'on les connaît. On sait des choses à leur sujet, bien sûr, et surtout vous, Alexandra Ryuko, et d'autres chercheurs, mais on ne les connaît pas parfaitement. On n'avait pas le droit de dire qu'on savait ce qu'un vaccin à ARN messager ferait à notre corps à long terme, ni même à moyen ou à court terme. Je pense que ça, c'est vraiment, finalement, l'essence de votre livre, cette phrase-là. Vous connaissez certaines choses sur l'ARN, plus que les autres, et c'est pour ça que vous étiez inquiète et que vous tiriez la sonnette d'alarme. Et maintenant, justement, je vais vous laisser nous présenter cet ARN avec les mots simples que vous avez su utiliser dans le livre et nous expliquer en quoi il est fascinant, génial, en quoi il ouvre des multiples possibilités, mais en même temps extrêmement inquiétant, ou peut l'être extrêmement inquiétant. Oui, en venant ici dans la voiture, je me disais que plutôt que les apprentis sorciers, j'aurais pu aussi appeler ce livre « Si tu savais le don de l'ARN ». Parce qu'effectivement, quand je pense que Didier, quand tu dis passionnant, je pense que c'est sur cette partie-là qui ouvre vraiment le champ de la merveille que c'est que cet ARN. C'est vrai que dans notre société, on parle beaucoup d'ADN, et on est plus habitué à cette partie-là. Oui, tout à fait. Et donc, ça prend du temps quand même d'initier... on va prendre le temps, partager, si vous voulez bien. et de partager ce qu'est l'ARN, donc d'ouvrir un petit peu ces boîtes, donc déjà de le situer un petit peu dans la cellule, mais le but n'est pas d'être technique ce matin. Je crois qu'il y a tellement de choses à dire, mais au moins de comprendre que l'ARN... Nous, dans ces interactions entre ARN, et donc ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que l'ARN messager, c'est un des membres de la grande famille des ARN. Et cet ARN messager, il va interagir avec tout un tas de molécules
Et vous dites qu'il y a l'ADN et l'ARN. Voilà. Ils travaillent ensemble, ce sont les deux molécules qui font notre corps. Voilà, c'est ça. Et donc tout ça, l'ARN circule énormément, c'est ce que je dis aussi, il circule absolument partout. Ça veut dire qu'il circule dans nos corps, mais à l'extérieur de nos corps aussi. Et donc dès lors que vous comprenez que dès lors qu'on va injecter un bout d'ARN messager aux gens, on touche à des équilibres tout à fait fondamentaux qui sont simplement celui de notre patrimoine génétique. Ce qui est évidemment très grave, sur lequel personne, à mon avis, peut anticiper ce que cela va donner. Et c'est une responsabilité, c'est vraiment ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'est je prends des exemples, vous savez, à un moment je dis, voilà, si vous mangez des noix, vous avez une répercussion au niveau de quelques ARN avec une signature. Si vous ne fumez pas, vous avez une répercussion. Si vous avez pris trop de paracétamol, paf, il y a un ARN, un micro-ARN en l'occurrence, un de ces ARN qui se met à circuler. Donc on voit bien que c'est des équilibres extrêmement réactifs. Et qu'il convient de respecter si l'on veut respecter notre fonctionnement. C'est aussi pour cela que, si vous vous souvenez, donc je crois que c'était en juillet 2020, il me semble que j'ai dit, c'est de la folie de vacciner à l'ARN messager une population saine. Parce qu'évidemment, l'ARN messager pourrait rester un outil, mais pourrait, au bout de 20 ans d'échecs, et ça aussi, je vais dans ce niveau où je repasse en revue chacun de ces échecs cuisants sur 20 ans, c'est long, 20 ans. Sur l'ARN messager, donc de tentatives de vaccins d'ailleurs. De tentatives de vaccins d'ARN messager sur des maladies lourdes. Et à chaque fois, en fait, ça n'aboutissait pas. Et donc, lorsque la crise Covid arrive, nous n'avons jamais dépassé la phase 2 des vaccins ARN messager. Autrement dit, on est dans l'impasse. Tandis que, et ça aussi je crois que je le montre bien, tandis que dans le même temps, des médicaments ARN ont été développés, mis sur le marché, comme quoi c'est pas du racisme de la part des autorités de ne pas développer, de ne pas donner des permissions à certaines technologies, c'est juste que c'est un échec. Bon, c'est comme les thérapies géniques, finalement, pendant des années, on nous a expliqué au Téléthon qu'on allait soigner toutes les maladies par les thérapies géniques, et puis au bout du compte, on voit bien qu'on n'est quand même pas très avancé. Alors pour vous reprendre aussi, vous citez avant de donner la parole à Didier Maisto, vous dites notre identité propre, notre singularité, nous la devons à l'ADN et à l'ARN, donc on voit bien ce couple de ces molécules qui travaillent ensemble, mais comme vous l'avez dit, l'ADN lui est stable, tandis que l'ARN est complètement instable et il se balade partout, en dehors et à l'extérieur de notre corps, et puis il peut sortir d'une cellule, rentrer, en annuler une, donc il a vraiment des pouvoirs assez incroyables et qui ne sont pas encore complètement maîtrisés par la science. Didier Maisto. Et on reçoit l'ARN de notre papa et de notre maman, enfin de notre maman et de notre papa. Intéressant. Ce qui est pareil, les gens ne savent pas. Donc en fait, on ne reçoit pas que le patrimoine génétique ADN, mais on reçoit aussi l'ARN. Didier Maisto. Oui, alors justement, pour faire le lien entre toutes ces différentes notions un peu techniques, ce qui est très intéressant, c'est que chaque fois qu'on débattait dans la société française, enfin des ersatz de débat d'ailleurs, et qu'on disait, mais attention, la technologie ARN, elle n'est pas complètement au point, les vaccins ont été, vous le dites, parfois en 24 heures, tiens, on trouve la formule extraordinaire, fantastique. Alors, premièrement, peut-être insister sur le fait, chaque fois on nous dit quoi ? On nous dit, ah non, mais attendez, cher monsieur, renseignez-vous. L'ARN est utilisé depuis bien longtemps dans le traitement des cancers, etc. Et vous dites que, en fait, chaque fois, dans toutes les maladies où on a utilisé l'ARN en phase de test, ça a foiré. ARN messager. ARN messager, bien sûr, ça n'a jamais fonctionné, premièrement. Deuxièmement, pour faire le lien, effectivement, ce patrimoine génétique, ADN et ARN, qu'on reçoit de nos parents, cet ARN qui circule, il circule aussi dans le corps, puisqu'on nous a dit, quand vous êtes vacciné, ça reste dans le muscle. Alors, on ne va pas parler trop de la protéine spike, parce que c'est assez complexe,
Mais on se rend compte, et vous le dites en tout cas, que cet ARN messager se retrouve dans tous les organes, le cœur, le foie, etc. Mais aussi, par exemple, dans le lait maternel. Après vos recherches, puisque ça a été tabou, secret, on voit que le lait maternel, par exemple, est plutôt bleuâtre, verdâtre, et qu'un certain nombre de substances se retrouvent dans le lait maternel. Et enfin, un dernier point, c'est cette circulation avec cette protéine spike pourrait, selon vous, induire, évidemment, puisque c'est des mécanismes de protection, hein, c'est-à-dire que la protéine spike va elle-même fabriquer, puisqu'on lui donne un bout de séquence, va fabriquer une réplique et donc peut-être fabriquer des maladies auto-immunes, et vous craignez l'explosion d'un certain nombre de maladies auto-immunes. Voilà, je parle de ces 3 points parce qu'ils me semblent fondamentalement liés et qu'on a là à peu près toute l'étendue de la question en ce qui concerne la santé de tous les citoyens du monde, en fait. Alors, vous voulez répondre sur les 3 points. C'était quoi votre premier point, Didier Mellisto? Sur le fait que, justement, l'ARN messager n'a pas fonctionné. Oui, c'est ça, sur les et ensuite, sur le fait qu'on nous dise... qu'on retrouve ça un peu dans tous les organes et pas simplement dans les muscles. Oui, sur le premier point, donc Alexandre Henriot, si vous pouvez nous raconter un peu ce que vous racontez très bien dans le livre, c'est-à-dire cette série d'échecs de la vaccination ARN messager, alors que, et c'est vrai qu'on nous a vraiment bassiné avec ça, non mais l'ARN messager on le connaît depuis bien longtemps, la preuve on l'a déjà utilisé, oui mais comment, avec qui et quel résultat? Oui, c'est ça. En fait je crois qu'on a fait, comme souvent on fait dans notre société, des amalgames. Donc quand on dit on connaît l'ARN messager depuis longtemps, j'imagine que les gens, mes collègues voulaient dire on connaît la molécule de l'ARN messager depuis longtemps. La belle affaire. Oui. C'est pas parce que vous connaissez une molécule que vous connaissez sa maîtrise pour l'injecter chez des gens. Après, effectivement, je me suis attelée à reprendre essai par essai, au niveau de l'institut qui les enregistre, qui est l'institut des essais cliniques américains, le NIH Clinical Trials, et qui m'a permis de faire un espèce de point systématique de quand est-ce que de commencer ces études et de quand est-ce que finalement elles s'arrêtaient parce qu'elles n'avaient pas abouti. Donc c'est vrai que c'est là où je crois que c'est assez glaçant. Il y a des moments où... Je vais vous citer, si vous le voulez bien, à ce sujet. Ouais. Alors, en 2000, moi, j'ose pas. En 2000, on veut soigner le cancer de la prostate avec un vaccin ARN messager. Conclusion, parce que je vais direct à la conclusion. Ce vaccin thérapeutique ne parvient pas à induire un bénéfice de survie en monothérapie chez les patients atteints d'un cancer de la prostate. Ça a le mérite d'être terriblement clair. En 2005, on veut soigner un cancer de la peau avec un vaccin ARN. Conclusion, les résultats de l'étude ont montré très faible performance dans le groupe auquel on a administré l'ARN. En 2009, on veut soigner le cancer du poumon avec un vaccin ARN messager. Il demande une enquête plus approfondie. En gros, on n'a pas trouvé grand-chose. En 2009, on veut soigner le VIH avec un vaccin ARN messager. Conclusion, le vaccin ARN messager est un échec pour soigner le sida. On continue. En 2013, on veut soigner la rage avec un vaccin ARN messager. Espérons que cette innovation ne suivra pas la voie des vaccins ADN. En gros, ça ne marche pas. 2015, on veut soigner le cancer du cerveau. Et on s'obstine quand même, c'est incroyable quand on voit votre liste. Et ou de la moelle épinière avec un vaccin ARN messager. Le vaccin ARN est un échec pour soigner le glioblastome. 2015 encore, on veut s'immiscer contre la grippe aviaire. Et puis encore une fois, verdict, inefficace. Et on s'étonne d'ailleurs, on commence à s'étonner de la diversité et de la sévérité des effets indésirables. Et enfin, en 2016 et fin 2016, on veut soigner l'insuffisance cardiaque. On veut immuniser contre Zika avec un vaccin ARN messager. En 2019, les cancers gastro-intestinaux. En 2020, immuniser contre le VRS. Et à chaque fois, c'est la même chose, échec.
J'ai envie de dire, laissons le mot de la fin à... Parce que les gens vont dire « Ah, mais ça, c'est parce qu'elle est complotiste ou je sais pas quoi. » Alors, je précise dans le livre, d'ailleurs, que je ne suis pas complotiste. Donc, non, mais c'est important de le préciser. Le mot de la fin, je souhaiterais l'apporter par le patron de Pfizer, Monsieur Bourla, qui dit « La technologie ARN messager n'a jamais délivré le moindre produit. » Jusqu'à ce jour, il parle en mars 2022. Il parle au Washington Post aux États-Unis. Donc je redis, technologie à ARN messager n'a jamais délivré le moindre produit jusqu'à ce jour, ni un vaccin, ni aucun autre médicament. Bon, il tire contre sa propre production, là. Voilà, donc en fait, il est honnête, hein, il est factuel. Par moment, en tout cas. Non, mais c'est très clair. Enfin, je veux dire, moi, j'ai rien à redire à cette phrase. Là où il est, je dirais pas touchant, mais il dit, j'ai été surpris, plutôt terrifiant, je dirais. J'ai été surpris quand les scientifiques m'ont suggéré que c'était la façon de poursuivre. D'accord. J'ai suivi mon instinct, dit-il, qui me disait que ce qu'il savait, ce qu'il disait. Voilà, donc son instinct, je pense que ce n'est pas forcément un instinct de médecin, vétérinaire, mais probablement de chef d'une énorme entreprise. Je pense que c'est cet instinct, mais là pour le coup, je fais de l'extrapolation, qu'on ne m'en veuille pas. Non. En tout cas, je crois que je ne peux pas mieux résumer tout ce que vous venez de lire sur ces essais que par le patron de Pfizer. Évidemment. Alors que on va commencer à en parler, puis on en parlera dans la deuxième partie après le Flash Info. Vous expliquez en fait comment fonctionne un vaccin ARN messager contrairement à un vaccin, on va dire, dit classique. Vous dites vaccin ARN messager, on nous injecte une soucoupe. Une petite soucoupe dans laquelle on met de l'ARN messager. Et c'est cette technologie de la soucoupe qui en fait qui elle ensuite va fusionner avec nos cellules. Est-ce que vous pouvez commencer à nous raconter comment ça fonctionne, c'est-à-dire et en quoi c'est novateur? Oui, alors donc ça c'est très important. C'est aussi ce qu'apporte mon livre, c'était de respecter tous ces vaccinés parce que moi j'ai remarqué autour de moi, des très proches de moi, qui ne savent pas ce que c'est que l'ARN messager. Donc en fait, ils n'ont toujours pas compris ce qu'ils ont reçu. Oui. Donc, alors, mes collègues médecins de plateau ou scientifiques de plateau diront mais on leur a expliqué, on a fait des vidéos didactiques, etc. Donc, il faut quand même savoir que c'est un échec de communication absolument majeur, parce que je vous assure que quand vous discutez avec les gens, voilà, ils disent un peu ce que Didier disait, l'ARN messager, on connaît super bien. En fait, ils redisent des espèces de phrases qui ne veulent rien dire et qui ne disent pas du tout comment ils font l'ARN messager fonctionne. Par exemple, ils pensent qu'effectivement ça reste dans le muscle, alors qu'on voit bien qu'en 15 minutes, donc ça c'était des documents par Pfizer même, le produit va circuler, va se retrouver finalement dans des organes aussi cruciaux que le cerveau, que des organes aussi fondamentaux que nos testicules et nos ovaires. Et donc, logiquement, on doit être concerné par cette circulation de ce produit partout. Après, il y a un autre aspect avec lequel on nous a bassiné, c'est oui, mais l'ARN messager, c'est hyper fragile, ça se détruit tout de suite. Alors là, c'est pareil, je vais dans le détail de cela. Les gens confondent, alors on a entretenu, je pense, cette confusion entre l'ARN messager naturel et un ARN messager totalement artificiel, dessiné, synthétisé pour n'être point dégradé. Toute cette molécule, toute la technologie de cet ARN messager, c'est justement de faire en sorte qu'il ne soit pas dégradé. Ce qui fait qu'actuellement, nous n'avons aucune idée de quand est-ce qu'il disparaît
du corps, et que quand il y a eu des publications, les gens, certains ont regardé dans des organes et ont dit « Ah tiens, c'est bizarre, il est là encore 2 mois après. » Oui, tout à 2 fait. mois après. Donc en fait, voilà, on est donc sur, encore une fois, des mensonges, et c'est là où je dis, en fait, je vais assez loin, en disant, on nous a menti. Pourquoi on nous a menti ? Parce qu'on savait parfaitement que le code génétique, et je crois que je l'avais dit ici, le code génétique utilisé pour l'ARN messager n'est pas un code génétique naturel. Donc on est sur une molécule totalement synthétique. Donc autrement dit, on accepte dans notre corps une molécule génétique totalement synthétique et dont... qui risque de modifier notre ADN. Ça risque pas que de modifier notre ADN, ça risque de modifier ça modifie de fait beaucoup de choses. ADN. Comme dirait... Alors on va continuer d'en parler. C'est absolument passionnant avec vous, Alexandra Orion-Caude, et vous, Didier Maisto. Mais d'abord, rapidement, le flash information avec Adèle Rosnay. Ligne droite. Vue de haut. Nous sommes toujours avec Alexandra Orion-Caude, les apprentis sorciers, tout ce que l'on vous cache sur l'ARN messager aux éditions Albin Michel, et évidemment avec Didier Maisto, journaliste indépendant. On parlait donc de l'ARN messager qui fonctionne comme une soucoupe. La soucoupe fusionne avec nos cellules. Comprenez que l'ARN messager est une de celles-là. Et puis ensuite, elle vient donner des ordres après l'injection du vaccin. D'ailleurs, il y a un laboratoire qui parle même de clés USB qui viendraient en fait nous réorganiser à l'intérieur de notre corps ordinateur. Et là, ce qui est intéressant, et Didier Maisto commençait à parler tout à l'heure, cela nous fait produire de la spike qui est censée lutter contre ce virus, protéine SARS-CoV-2. Et puis, sauf qu'en fait, après, vous allez un petit peu plus loin et vous dites que le problème, c'est qu'il y a des risques que ce type de vaccination débouche sur une autodestruction partielle de notre corps et ouvre la porte à de possibles maladies auto-immunes. Et c'est sur ce sujet également que je voudrais aller, c'est ce qu'on commençait à évoquer tout à l'heure avec Didier, la modification de l'ARN, mais même d'aller jusqu'à l'autodestruction de notre corps, ce qui est quand même particulièrement inquiétant. Là, pareil, je vais reprendre une phrase qu'a dite en 2017 un des gros acteurs de Moderna, Monsieur Tal Zaks, qui, pour définir la technologie d'ARN messager, explique « Je suis ici pour vous dire que nous piratons en fait le logiciel de la vie ». Eh ben. Et ça, je crois que c'est vraiment la partie la plus fondamentale. Évidemment, il y a la partie auto-immune dont vous parlez, avec les anticorps et toutes les conséquences. C'est effectivement important, mais philosophiquement, il y a un aspect qui n'a pas du tout été développé et qu'on n'a pas du tout entendu. C'est le fait même d'arriver à une modification génétique de l'homme. Ça commence à sortir un petit peu. Certains disent mais non, ça ne peut pas modifier génétiquement. Alors j'ai envie de leur dire, écoutez, lisez les propos de Monsieur Fischer dans La Dépêche, d'Alain Fischer, le professeur Alain Fischer, il y a quelques jours, 1 ou 2 jours, je crois, dans La Dépêche, où il dit lui-même que c'est très peu probable. Quand c'est très peu probable, et que vous avez injecté des millions beaucoup plus que cela, de personnes. Évidemment, vous comprenez ce que cela veut dire, c'est que la très faible probabilité devient réalité. Et donc, à partir de nous, en génétique, on sait ce que cela veut dire. C'est ce qu'on appelle l'effet fondateur, c'est-à-dire l'effet fondateur dans les maladies. On a tout d'un coup une mutation qui arrive dans une population, et puis en fait, ça se propage. Et du coup, plein de personnes ont cette modification. Donc, on est en train de dire quelque chose de vertigineux. On est en train de dire qu'au-delà du fait qu'en plus, on a modifié génétiquement par le fait même de passer de l'ARN messager aux enfants et donc à la génération du dessous, on modifie en plus potentiellement l'ADN. Je crois que ces 2 modifications génétiques valent qu'on en parle et qu'on en parle beaucoup parce que
on est en train de, quand on entend le patron de Moderna à Davos l'autre jour, il explique qu'il souhaite qu'il y ait 15 vaccins à ARN messager dans les tuyaux pour être prêt à dégainer sur un prochain virus qui arriverait et de nous dire qu'il souhaite aller beaucoup plus vite que 60 jours de développement. Parce qu'il dit la dernière fois, entre le moment où on a eu la séquence du Omicron et le moment où on a mis le vaccin en pharmacie, ARN messager en pharmacie, il s'est écoulé 60 jours. Oui. Et pour lui, c'est beaucoup trop. Ce qui est dérisoire. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, on est avec cette technologie ARN messager, pour le coup, sur le plan industriel, technique, dans la capacité de développer dans un temps record des vaccins ARN messager pour n'importe quelle maladie, que ce soit des virus ou... si on ne les arrête pas. Et c'est là où je dis, mais écoutez, à quel moment on va discuter du fait qu'il y a modification génétique de l'homme, ne serait-ce que par le fait de passer de l'ARN messager, donc comme je vous l'ai dit, au niveau patrimoine génétique, et potentiellement, comme le dit Alain Fischer, justement, de cette possibilité sur laquelle on ne sait rien. Pourquoi on ne sait rien ? Alors, certains disent, oui, mais si ça arrivait, on le saurait. Mais non. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'aucune étude n'a été faite pour cela. C'est-à-dire que, et ça je l'ai alerté très vite sur un plateau télévisé, je crois que c'était chez Morandini ou autre, où je disais, attention, on est sur des mailles de filet qui sont colossales et on laisse passer les poissons. Et qu'est-ce que c'est que ces poissons ? C'est les mailles de sécurité. Et les mailles de sécurité, normalement, font des études pour vérifier ce que ça donne au niveau de la toxicité sur le génome, donc ce qu'on appelle la génotoxicité. Et pourquoi on fait ça ? Parce que c'est un produit génétique. On va évidemment regarder s'il n'a pas une modification. Enfin, oui, c'est logique. Oui. C'est logique, non ? Et pareil sur la cancérogénicité, c'est-à-dire sur la possibilité de faire des cancers. Et tout cela, ça n'a pas été fait. Donc, il est urgent que les gens lisent ce livre pour faire une espèce de pause. Et Alors, justement, la Didier. question, il me semblait, ce qui est intéressant de mettre, j'allais dire, en miroir, c'est que vous revenez dans votre livre sur le fait que dans différents pays, avec différentes stratégies vaccinales, beaucoup de vaccinations, très peu de vaccinations, moyennement, ouverture, confinement, pas confinement, etc. Au final, on se retrouve avec des résultats assez médiocres, dans la mesure où maintenant on a assez de recul en tout cas pour constater que s'il y a une efficacité en tout cas sur le Covid en termes de vaccination, celle-ci notamment sur les personnes les plus fragiles, elle est très faible dans le temps. Ça c'est la première question. Deuxièmement, on s'est rendu compte que c'est sorti aussi mais vous le détaillez dans votre livre, que l'immunité naturelle quand on a eu le Covid est à peu près identique à celle de la vaccination. Et malgré cela, il y a une accélération, une fuite en avant, alors même qu'on n'a jamais essayé d'évaluer les potentialités, notamment dangereuses, de l'ARN messager dans la vaccination. On va très vite. Vous parlez, par exemple, du fait que pour un vaccin normal, il faut une dizaine d'années entre les phases de test, etc., pour que ce soit commercialisé. Là, ça a été très, très vite, alors même que le danger est infiniment plus grand, juste parce qu'on n'a pas d'études, qu'on ne sait pas, et qu'on est effectivement dans une technologie d'avant-garde ou d'apprenti sorcier, comme vous le dites dans votre livre, c'est le titre de votre livre. Pourquoi on en est là ? On comprend bien, je vous laisserai bien sûr le dire, mais qu'il y a des logiques qui sont mercantiles, ça c'est sûr, tout le monde l'a compris. Mais selon vous, est-ce qu'il y a autre chose derrière ? Est-ce que c'est la faillite des systèmes de santé qui conduit finalement à dire bon, on se vaccine et puis il n'y a plus de médecine, la technologie va nous sauver, l'homme transhumain, comme dirait le docteur Alexandre, cet urologue belge, enfin français, exilé en Belgique, mais tout à fait patriote, etc., etc. Donc ça, je pense que c'est ça le cœur du sujet,
est-ce que selon vous, il y a d'autres raisons, peut-être la disparition tout simplement de la médecine par un remplacement uniquement technologique à base de séquençage et de vaccination, un peu comme on l'a fait pour l'agriculture d'ailleurs, puisqu'on a complètement breveté le vivant, on a des graines, on ne peut plus planter ce qu'on veut, il y a des catalogues mondiaux, et puis, et bien sûr, il y a des produits pour désherber, pour... quand le sol est pollué, il y a des dépolluants, etc. Et des graines donc de plantes qui ne peuvent plus... donc, quand vous récupérez les graines de la nouvelle plante, elles ne donnent plus rien, elles ne sont plus fertiles. Voilà. Ouais, donc ça fait marcher le commerce. Pour résumer, au-delà de l'aspect business mondial, il y a une idéologie sous-jacente. Alors, c'est difficile de répondre à vos questions parce qu'en fait, vos questions sont pour moi des points et à chaque fois, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites et je trouve que il n'y a rien à rajouter à ce que vous dites parce qu'en fait, c'est une synthèse fulgurante. Donc, mais je vais effectivement aller dans votre sens. Nous sommes donc rentrés dans une logique consumériste de santé dès lors qu'on nous explique qu'il faut prendre un abonnement vaccinal et qu'on va prendre pour toutes ces maladies. Et on a vu d'ailleurs notre président de la République aller dans les écoles. Certains l'ont traité de VRP. C'est vrai qu'il y a quelque chose de dérangeant d'aller faire de la pub pour un vaccin qui n'est pas obligatoire. Et de toute façon, pour le papillomavirus, celui-ci. Pour le papillomavirus, c'est vrai que c'est inquiétant. Pour revenir sur l'échec de ce vaccin Covid, je crois que je le synthétise par une série de questions un petit peu douloureuses dès le début, en demandant est-ce que le vaccin a stoppé l'épidémie ? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'attraper le Covid ? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'attraper à nouveau le Covid ? Non. Est-ce que le vaccin empêche d'infecter les autres ? Non. Est-ce que le vaccin empêche de mourir du Covid ? On est donc bien en train de parler des formes graves. Non. Donc, à partir du moment où il y a eu tous ces échecs sur lesquels personne ne peut m'opposer quoi que ce soit, parce que c'est juste entériné, on est d'accord, c'est vrai que on se demande pourquoi est-ce qu'on continuerait. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que les gens étaient un peu... les gens malades, peut-être il fallait, ou faibles, il fallait les injecter. Alors, dans le livre, à un moment, je reviens sur une étude qui a été publiée dans Lancet en juin 2022 et qui est réanalysée par dans le journal Virologie. Et la conclusion, elle est quand même très importante parce que finalement... je cite le texte, donc il ajoute que sur cette histoire de rappel des vaccins, les rappels ultérieurs doivent être interrompus. En conclusion, la vaccination contre le Covid-19 est un facteur de risque majeur d'infection chez les patients gravement malades. Alors justement, vous voyez, je l'ai fait, évidemment, vous avez compris, à dessein. Oui. Reprenons un peu les antiennes qu'on a entendues sur tous les plateaux de télévision, parce que chaque fois que vous apportiez avec quelques-uns la preuve de l'inefficacité ou de la dangerosité d'un certain nombre de pratiques, on nous opposait finalement des postulats qui avaient plus à voir avec la croyance et la foi. Oui. Qu'avec la réalité scientifique. Avec des chiffres quand même qui évoluaient, c'est-à-dire qu'au début, ça nous protégeait à 98%, on est quand même tombé à 2% à la fin. Mais bon. Et puis surtout, on nous disait, oui, mais attendez, cher monsieur, chère madame, pour les formes les plus graves, ça fonctionne. Alors ça m'amène à une autre question. Est-ce que finalement, on s'est attaqué aux conséquences dans le monde entier, de la manière la plus terrible d'ailleurs qui soit, mais jamais aux causes, puisque quand on regarde au début... Salomon le faisait dans son point presse quotidien. Il parlait de l'âge et des comorbidités. Or, on se rend compte qu'il y a évidemment, dans la manière de vivre, dans la façon de se nourrir, dans l'art de vivre, les gens qui sont, par exemple, aux États-Unis, en obésité, avec des maladies cardiovasculaires, avec du diabète, avec
des insuffisances respiratoires, toutes ces pathologies. Je rappelle qu'en France, aujourd'hui, maintenant, on a un adolescent sur 2 qui est en surpoids, voire en obésité. Est-ce qu'on n'aurait pas dû s'occuper de la façon de s'alimenter? Si on réduit les risques de diabète, de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de surpoids, de tout ce qu'on veut, de sucre et d'alimentation, on va voir que la létalité du coronavirus, elle est infinie. Déjà, elle est très faible, mais alors on ne parle plus de rien, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je vais aussi un petit peu dans ce sens-là. À un moment, je dis, mais finalement, vu les découvertes que nous avons faites sur l'ARN, l'alimentation sur l'ARN dans le sperme des hommes et les spermatozoïdes, il faudrait dire aux hommes, aux jeunes hommes, de faire attention à ce qu'ils mangent quand ils sont dans un but, avec une envie de procréer. D'avoir une... Et donc, effectivement, comme vous le dites, si jamais, au lieu de nous vacciner à tout va, on revenait à des fondamentaux qui sont ce que l'on met dans notre corps, que ce soit par l'alimentation et encore plus au bout d'une seringue, je crois qu'on éviterait pas mal d'ennuis. Vous avez parlé de différentes choses tout à l'heure. Vous avez dit un mot qui me semble fondamental sur lequel il faut revenir. Vous avez dit le mot faillite. Je crois qu'effectivement, nous assistons à la faillite de notre système de santé, notamment et de façon très importante, au niveau des aspects de vigilance, de sécurité du médicament. J'en ai parlé récemment sur un plateau télévisé et finalement avec le journaliste on était d'accord à la fin sur le fait qu'il fallait militer, travailler à la transparence des données de l'agence, des organismes régulateurs qui s'occupent normalement. Rappelons que c'est comme ça, Alexandra Orion-Côte, qui a éclaté le scandale Mediator, puisque l'agence du médicament ou son ancêtre avait été totalement infiltrée par le labo, en l'occurrence, le nom va me revenir, qui a Servier, voilà, qui avait mis à chaque poste clé de l'agence du médicament ces hommes, alors même que les comités de pharmacovigilance départementalisés faisaient des remontées et tout partait à la poubelle. C'est ça. Et donc, on a... D'ailleurs, je reviens sur un certain nombre de scandales. Voilà, que les auditeurs comprennent que c'est cette agence qui labellise des molécules et des médicaments, qui ensuite les fait rembourser par la sécurité sociale. Et en plus, ces médicaments ont des prix qui sont 10 fois, normalement, leur valeur. Puisque vous le dites vous-même, la dose, elle est à plus de 21 € aujourd'hui, entre Moderna et Pfizer, entre 19 et 21 €. Et le coût de fabrication est de 6 centimes. Il faut bien que les auditeurs comprennent cela. C'est fondamental dans le mécanisme. Oui. Donc voilà, du coup, si on est sur une faillite de nos systèmes, il est temps de revenir, de lancer l'alerte aussi de ce côté-là, en disant que nos organismes ont échoué. Moi, c'est vrai que quand Salomon faisait ses rapports de décès, moi, j'aurais envie de faire un rapport en ce moment, qui est de sortir chaque publication scientifique qui rapporte des effets post-vaccinaux. Oui. Il se passe pas, franchement, j'ai l'impression qu'il se passe pas un jour où il n'y a pas un article qui sort pour dire, donc c'est des publications scientifiques à chaque fois, pour expliquer tel effet au niveau des troubles neurologiques, tel effet au niveau des troubles du cycle ou de saignement, tel effet au niveau d'AVC, tel effet. C'est vertigineux. Et donc, si jamais, les myocardites, si jamais, au lieu de nous faire le count up, pas count down, des décès, on disait à chaque fois, regardez, il y a cette nouvelle publication scientifique, cette nouvelle publication. Alors, je ne le fais pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je ne veux pas démoraliser les uns et les autres, parce que le pire n'est pas forcé. Ça aussi, c'est important. Et donc, comme le pire n'est pas forcé, et ça, c'est aussi un espoir que j'ai à travers ce livre, c'est d'ouvrir la parole. Si on libère la parole, qu'est-ce qui va se passer ? Des médecins vont accepter d'arrêter de dire « Ah, ça, c'est pas le vaccin.
ça peut pas être le vaccin. Qu'est-ce que tu en sais ? Qu'est-ce que tu sais qu'il n'y a pas du tout de lien entre, par exemple, ces cancers qu'on voit apparaître, c'est les moins de 50 ans. Les turbo-cancers. Alors, n'appelons pas turbo, visiblement, ça les met en pétard. Ah bon. Ça les met en pétard, je sais pas pourquoi. Parce qu'effectivement, ça ne correspond pas à une appellation habituelle. Mais pourquoi ça ne correspond pas à une appellation habituelle ? Parce que ça a l'air nouveau, c'est-à-dire c'est des cancers qui flambent. Alors qu'ils me disent qu'il y en a toujours eu qui ont flambé, oui c'est vrai, mais là c'est préoccupant et d'ailleurs il y a qu'à lire les journaux pour voir qu'ils alertent en disant épidémie prévue de cancer chez les moins de 50 ans, épidémie de cancer du foie, etc., etc. Et donc au lieu de dire ça ne peut pas être le vaccin, et si on regardait si on n'avait pas d'idées surtout. Moi, je rappelle quand même qu'il y a eu des vaccins qui ont été retirés du marché. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des signaux qui ont montré qu'il y avait 1 à 14 pour 100 000 vaccinés, effet de certains syndromes, donc pour différents vaccins, dont le Pandemrix. Et en fait, j'aime bien rappeler cela parce qu'en fait, si on était sur les myocardites, comme vous dites, les myocardites, on n'est pas sur du 1 ou 14 pour 100 000. Il y a une étude thaïlandaise qui dit carrément qu'on est sur du pourcent. Au niveau de pourcentage, donc même pas pour 100 000. Donc à ce moment-là, c'est catastrophique parce que c'est pas une population qui est à risque. Et donc, évidemment, il faut arrêter. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, un certain nombre de pays autour de nous ont arrêté la vaccination des plus jeunes. Donc, notre faillite du système, il va aussi dans le fait qu'il n'y a eu aucune transparence des données, finalement, pour comparer les non-vaccinés des vaccinés, leur santé. Pierre Chaillot le rappelait encore dernièrement également dans son livre. Et c'est vrai que ce sont des données qui sont réclamées et qui ne sont pas données. Je voudrais qu'on aille Alexandra Royan-Côte parce qu'il nous reste finalement peu de temps. Et encore... oui. Ouais, moi j'aimerais juste dire, par exemple, si jamais on dosait la spike dans le sang des jeunes vaccinés, on permettrait potentiellement d'identifier ceux qui semblent à risque d'une myocardite. Et donc, voilà typiquement de ce genre de solution merveilleuse qui fait que on est plus dans une anticipation plutôt que de subir et de se dire, voilà, je suis peut-être à risque ou pas à risque. Oui. Et c'est quand même très inconfortable quand on voit ces jeunes qui tombent. On a vu encore un concert aux musiciens que je parle aux musiciens de Di Maesto, de gars qui tombent comme on n'a jamais vu que des gens tombent, avec des tremblements, etc., des spasmes. Enfin, c'est quelque chose de très, très surprenant. Et là, on se dit, il faut accompagner cela en disant, voilà, moi je reste toujours très positive en disant il ne faut pas que ce soit une fatalité. Donc évidemment, il faut prendre acte de la dangerosité de ces injections ARN messager parce que la technologie n'était pas mûre et elle ne l'est toujours pas vu le nombre d'effets secondaires et de décès et par ailleurs accompagner la santé de ceux qui ont été vaccinés. Mais justement, je voudrais qu'on aille quand même sur non pas sur les effets secondaires, mais sur la modification, enfin plus généralement sur la modification donc, que peut entraîner cet ARN messager génétique, modification du patrimoine génétique. Oui, et puis après on conclura sur les nouvelles accusations encore que vous recevez. Finalement, et vous l'avez dit rapidement au départ, donc on a parlé de cette petite soucoupe volante, enfin soucoupe pas volante, de l'ARN messager qui est donc injecté dans le muscle et puis qui en 15 minutes est à peu près partout dans notre corps, dans le foie, dans la rate, dans les glandes, dans les ovaires, dans la moelle osseuse, dans les poumons, les reins, la vessie, les yeux, le cœur, le cerveau, bref, partout. Donc on a de quoi s'inquiéter puisqu'elle peut venir modifier donc à chaque fois notre ADN. Et ce que je voulais vous demander, c'est en quoi est-ce que cela est inquiétant finalement ? Par exemple, je sais par exemple un petit embryon, les enzymes en fait qui vont faire la photocopie, j'ai envie de dire, de l'ARN en ADN, donc risquer cette intégration dans leur patrimoine génétique, elle est très active. On a vu dans des travaux in vitro que cela activait déjà
de base ce genre de machinerie qui copie l'ARN en ADN. On nous a dit, bassiné, que l'ARN ne pouvait pas rentrer dans le noyau. Il se trouve qu'une publication montre que l'ARN messager, alors ça c'est vraiment rare, hein, donc moi-même j'étais surprise de cela, est accompagné et peut aller dans le noyau en tant qu'ARN messager. D'habitude, il vient en tant qu'ADN. Donc, on voit bien qu'en fait, on ne connaît pas du tout, on ne maîtrise pas du tout cette séquence qui est très artificielle. Et donc, si jamais on la met dans toute l'espèce humaine, dans tous les corps, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On crée une vulnérabilité par cette séquence sur laquelle qu'on a du coup en commun et sur lequel, en fait, on ne sait pas exactement. On ne sait pas ce qu'elle peut produire. On ne sait pas ce qu'elle peut produire. Et puis, comme vous l'avez dit, en revanche, elle fait faire une réaction de création d'anticorps sur plein de petits bouts qui sont aussi des protéines que nous avons. Non, mais même que nous avons. Donc, en faisant du coup ce risque de réaction auto-immune. Enfin, c'est ce qu'on comprend. Donc là, je vais vraiment dans ce qu'on essaye de comprendre actuellement. Donc ça fait partie vraiment des dangers et qu'on a pu déjà un petit peu constater, notamment dans les effets secondaires de cette vaccination. Ouais. Donc voilà, du coup, vraiment le but, c'est vraiment de rencontrer les gens, d'essayer de régler ce problème que nous avons tous, et que nous avons de façon collective. Hein, c'est un débat, c'est un problème que nous avons tous dans toutes nos familles, dans tout. Donc maintenant, c'est pour ça que c'était un peu douloureux, hein, quand vous disiez tout à l'heure glaçant. Oui, c'est aussi glaçant, mais je crois que il y a un moment où on ne peut pas faire l'autruche. Il vaut mieux regarder la réalité et puis dire maintenant on va trouver des solutions. Donc voilà. Et juste attendez, juste avant que vous n'abordiez les accusations d'anti-vax que vous avez pu subir, juste préciser que justement ouvrir cette parole permettrait à des chercheurs enfin de se consacrer aussi à des solutions peut-être pour soigner ces personnes qui auraient les effets secondaires. Ouais, c'est ce que j'espère. Voilà. C'est ce que j'espère parce que c'est quand même vous avez vu la liste des effets indésirables, elle est vraiment effectivement glaçante. Alors Alexandra Orion-Caude, très brièvement un avis personnel, une fois n'est pas coutume. Bon, on se rend compte aussi que ce qu'on fait aujourd'hui grâce à Clémence et la matinale Ligne Droite, c'est important. C'est important d'écrire des livres et c'est important de faire des émissions sur le temps long. Parce que le système médiatique reproduit finalement ce qui se fait en termes de santé, en termes économiques, et on est dans l'accélération du temps. Entre deux palmaderies, on va vous accuser de complotisme, d'être une folle dingue, d'une illuminée, etc. On va y revenir. Prenons le temps, parce que ce sont des questions complexes. Tout ne peut pas se régler en 10 secondes sur un plateau télé. Donc, il est important d'écrire des livres et il est important de faire des émissions sur du temps long, en faisant un peu de pédagogie, en expliquant une question sous toutes ses facettes. Et ça aussi, ça me semble fondamental, qu'il y ait encore des émissions qui sont rarissimes, où on puisse comme ça aller au fond des choses. Voilà. Je ferme la parenthèse. Merci Didier Meissot pour cet hommage à la matinale. Je précise qu'Alexandra Orion-Caude, elle a bien écrit le livre. On nous demande les références, on a beaucoup d'appels. Les apprentis sorciers, tout ce que l'on vous cache sur l'ARN messager chez Albin Michel. D'ailleurs, un livre qui fait un carton total dans les ventes Amazon et autres. Alors, on parlait justement des accusations de complotisme et tout ça. Évidemment, Alexandra Orion-Caude en est la cible, l'une des cibles premières. Eh bien, Michel Simès a récidivé hier sur RTL. Il a dit que donc, la généticienne Alexandra Orion-Caude, qui assure que la vaccination contre la Covid est à l'origine de cancer, il faut arrêter de lui donner la parole, tout simplement. Comme ça, on clôt le débat. Il faut arrêter de donner la parole aux antivax, dit Michel Simès. Qu'est-ce que vous avez à répondre, Alexandra Orion-Caude ? J'ai à répondre que j'ai été donc sur le même RTL, j'ai été taxée par Laurent Alexandre de complotiste. Oui. Et donc il a dit qu'il fallait pas me donner la parole en gros aussi parce qu'effectivement j'étais complotiste. Donc en fait j'aimerais savoir si je suis anti-vax ou si je suis complotiste ou si je suis illuminée
comme a pu écrire aussi le Figaro. Donc en fait, c'est vraiment, ça me semble intéressant parce qu'en fait, vous voyez bien que ce qui m'est reproché, c'est une étiquette qu'on colle sur le dos, et puis ils sont même pas d'accord avec l'étiquette, parce que c'est pas pareil, à mon avis, d'être anti-vax et complotiste. Enfin, ou alors je n'y entends pas. Laurent Alexandre, à mon endroit, a porté les mêmes accusations. Il faut dire qu'il a 30 mots de vocabulaire, ce monsieur. Donc, il puise de temps en temps. Donc, il y a une certaine occurrence. Donc, on voit bien comment, et ça, je l'ai dénoncé dans une petite vidéo que j'ai fait, on voit bien comment, en fait, on porte une étiquette sur quelqu'un pour le neutraliser et empêcher qu'il parle. Alors, j'aimerais juste dire à monsieur Simès, comme à Laurent Alexandre, que, contrairement à ce qu'ils disent sur mon torchon, et s'ils ne veulent pas lire le torchon, moi, je les invite, parce que je comprends, ils font une réaction alexandrite aiguë, et c'est peut-être très dangereux, c'est très grave. Et peut-être létal, et peut-être qu'il n'y a pas de docteur. vaccin à ARN messager contre l'alexandrite. Alors à ce moment-là, chers collègues, je vous incite à prendre simplement les notes de mon livre et à cliquer sur la totalité des références de mon livre, car vous ouvrirez à chaque fois des références auxquelles vous devriez vous référer, puisque c'est ou l'OMS, ou Pfizer, ou le CDC, qui est l'organisme américain, ou voilà, je ne fais que ou des publications scientifiques. Donc en fait, je ne fais que citer des documents qui sont hautement publics, des résultats de ministères de la santé des différents pays. Et à ce moment-là, on arrêtera de mettre des étiquettes, parce que quand on a des références, comme j'ai mes références, on ne peut pas dire ni anti-vax, ni complotiste, ni illuminé. Vous savez, Alexandra, et puis je pense que Clémence va corroborer, vous êtes populaire. Donc, dans le public, vous vendez énormément de livres. Et d'ailleurs, disons-le, l'intégralité des bénéfices sera reversée. Voilà. Pour pas qu'on vous accuse aussi. C'est ça, d'enrichissement. Donc, il faut être précis, voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, le livre est effectivement premier au box-office, et il a caracolé depuis même avant sa sortie dans les premiers. Donc là, il est tout premier. Les gens, parce qu'il est en rupture de stock dans beaucoup d'endroits, donc les gens peuvent quand même l'acheter sur Amazon. Je sais que c'est peut-être pas toujours. Vous le commandez en avance dans une petite librairie. Voilà, mais donc ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que j'ai aucun enrichissement personnel sur ce livre. Au contraire, il y a un cercle vertueux au travers de ce livre, car tous mes droits d'auteur, je les reverse à ceux qui n'ont plus pu travailler depuis 540, je crois, 5 jours. Ces soignants suspendus. Qui sont ce qu'on appelle les soignants suspendus, c'est-à-dire voilà, le fait que refusant de montrer la moindre certificat de vaccination à des administratifs, donc finalement reprenant le cours de ce que c'est que la médecine, ont été exclus de notre société avec une douleur effroyable. Et donc, je ne peux que m'associer moi-même, qui suis la cible de toutes ces attaques viles et honteuses, alors que je ne suis toujours que calme et mesurée dans mes propos, toujours sourcée en plus. Donc, c'est vrai que c'est assez désagréable. Et donc, je ne peux que dire que je suis vraiment en compassion avec ces personnes. Eh bien, c'est tout à votre honneur, Alexandra Henrion-Caude. Je précise d'ailleurs que vous n'êtes pas la seule. Pierre Chaillot, lui aussi, verse tous les bénéfices de ses livres à Où est mon cycle, pour ces femmes qui ont perdu leur cycle notamment, ou qui ont leur cycle perturbé depuis la vaccination. Comme quoi, les choses sont assez claires. On sait où sont les mercenaires. Merci beaucoup, Alexandra Henrion-Caude. Votre livre chez Albin Michel, Les apprentis sorciers, tout ce que l'on vous cache sur l'ARN messager, c'est extrêmement bien écrit, très pédagogique, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Merci beaucoup à vous, Didier Maisto. Merci. Et à très bientôt. Merci à vous.